Nous sommes jeudi 23 avril 2015. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Évasion Guinée. Les titres. La manifestation de rue appelée ce jeudi par l'opposition républicaine a été partiellement observée à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Une manifestation à laquelle n'ont pas pu prendre part les leaders de l'opposition qui ont été empêchés de sortir par les forces de l'ordre. À suivre dans cette édition. Et puis les 24 et 25 avril prochains doit se tenir à Conakry la première édition du salon du lycée de l'étudiant à l'Université générale Lansana Conté de Sofonia. Pour en parler, nous recevrons pour vous sur ce plateau M. Michael Meneboud, représentant de l'enseignement privé en France. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé, la manifestation de ce jeudi, appelée par l'opposition guinéenne, a partiellement paralysé la capitale Conakry. L'axe Koza-Bambeto-Amdalaï a connu une certaine tension entre manifestants et forces de l'ordre. Les leaders politiques, eux, ont été empêchés de sortir dans les rues. Kermo Falidou Diallo, reportage. L'appel à la manifestation a été observé sur l'axe Le Prince, notamment à Koza. Là, aucun danger ne circulait et le commerce est resté réduit à néant. Les forces de l'ordre ont été cependant présentes tout au long de la journée. À Bambeto, même réalité où quelques arrestations ont été dénombrées. Au carrefour concasseur du quartier Hamdalaï, les rues étaient aussi désertes avec une accalmie. Bon, depuis ce matin, apparemment, il n'y a pas eu de remue-ménage. Il n'y a pas eu de contact entre les jeunes et la gendarmerie. Vraiment, vous-même, vous constatez ce qui se passe. Les gens sont assis, on observe. Plus loin, vers Hamdalaï Pharmacie, des échauffourées ont été observées entre forces de l'ordre et manifestants. Des jets de pierre et des tirs à gaz lacrymogène, le tout dans des violentes injures. Une situation que déplore ce citoyen, maître d'un atelier de soudure qui n'a pas pu travailler ce jeudi. On a perdu avec Ebola, on perd aussi avec les mouvements là. Donc vous voyez ce que ça va faire. Nous avons nos enfants qui vont à l'école, il faut payer par mois. Nous avons nos apprentis à nourrir, nous avons notre famille à nourrir. Et si on ne travaille pas, donc ça fait très mal. Qu'ils comprennent, qu'ils donnent la priorité à la Guinée et aux Guinéens. Parlant du bilan, des blessés ont été observés au cours de la journée à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays, a indiqué l'un des opposants. Nous avons enregistré, au moment où je parle, beaucoup de blessés. Certains sont dans une situation très compliquée entre la vie et la mort. Et dans d'autres villes aussi, les manifestations continuent. À l'Abbé, on a enregistré déjà un mort. Et dans d'autres villes aussi, on nous parle de beaucoup de blessés. Des femmes sont tabassées. Nous allons ressortir, bien sûr. On ne peut pas continuer à être cloîtré ici. Toutefois, l'opposition guinéenne réunie chez Cellou Dalein Diallo à Dixine n'a pas pu investir les rues ce jeudi à cause de la forte présence des forces de l'ordre aux alentours du domicile. Très tôt le matin, les accès au domicile du chef de file de l'opposition ont été bouclés par les forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes ont été tirés quand Cellou Dalein Diallo et certains militants ont voulu rallier Dixine. Abdurrahman Ba. C'est à 13 heures passées au terme d'une réunion de quelques membres de l'opposition que le président de l'UFDG et les leaders présents ont tenté de se rendre à Dixine où ils devraient notamment demander la libération de certains manifestants arrêtés. Mais les forces de l'ordre ont empêché cette sortie. D'un ton ferme, Mouktar Diallo réplique en indiquant que l'opposition va ressortir. Oui, mais bien sûr, on va ressortir. Nous allons ressortir, bien sûr. On ne peut pas continuer à être cloîtré ici, à être enfermé ici. Donc nous allons sortir. On est en train de prendre des dispositions pour ressortir. Le combat continue. L'intervention oblige l'opposition à faire demi-tour et 2 militants ont été blessés lors des accrochages. Ces victimes sont malgré tout transportées à l'hôpital par ces mêmes gendarmes, un acte que Mouktar Diallo salue. Les gendarmes qui sont compréhensifs, les policiers qui sont plus chauds, mais de toute façon, on estime que c'est une question humanitaire et donc ils ont accepté de les amener à l'hôpital. Plus loin, c'est le même son de cloche au domicile du président de l'UFR. Des militants réunis là sont empêchés de sortir par des équipes de gendarmes. Les tensions montent et la voie est vite barricadée à l'aide des pierres. Sidia Touré évite les accrochages et improvise un discours dans lequel il indique que la marche a été respectée dans tout le pays et que lui, il n'était pas prévu qu'il sorte. Vous voulez que j'aille où exactement? Il n'était pas prévu que j'aille au siège, il n'était pas prévu
Ça n'a pas de sens. L'essentiel, c'est que les militants ont vu les gens dehors, ils ont été dehors, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et que la ville est restée paralysée. L'opposition républicaine qualifie cette manifestation de réussite puisque l'objectif qui est selon elle de paralyser la ville est atteint. Tout en regrettant les arrestations de ces militants à Conakry et à l'intérieur du pays, elle promet tout de même de continuer les manifestations. Pour empêcher cette marche de l'opposition non déclarée aux autorités, un important dispositif de sécurité était déployé sur tous les axes routiers de Conakry et des manifestants ont barricadé des routes par des blocs de pierre, de troncs d'arbres et des pneus en flammes. À qui nous allons nous adresser? Qui est donc notre interlocuteur? On ne voit pas. C'est des délégations caduques. Cette marche non autorisée est alors empêchée par les forces de l'ordre et elle tourne en affront entre celles-ci et les manifestants dans les rues de Conakry depuis le 13 avril dernier. Les manifestants barricadent les routes et brûlent des pneus et les forces de sécurité réagissent par des tirs de grenades lacrymogènes. Les manifestants répondent par des coups de pierre. Pour les services de sécurité, ce ne sont pas des militants, mais plutôt des loubards infiltrés. C'est des jeunes loubards, ça c'est pas des militants de parti ça. Aucun leader de parti ne peut dire à son militant de venir mettre l'huile sur le goudron, mettre le feu pour gâter le goudron. Je ne pense pas si M. Dallaire ou M. Sidia donnera des instructions pour arracher les poteaux, pour brûler le goudron, creuser des trous sur le goudron. Ce n'est pas leur mot d'ordre, c'est sûr. Donc ces jeunes-là, moi je les considère comme des badauds, des drogués, qui sont dans les ghettos, qui sortent par endroits. Celui qui viendra, on va leur disperser et on va les arrêter. Le ministre de la Sécurité sur le terrain se réjouit de la synergie d'action entre la police et la gendarmerie. Dr Mahmoud Sissé demande aux forces de barrer la route aux fauteurs de troubles. Nous n'avons jamais failli à notre devoir d'autorisation ou de ne pas autoriser, mais semer le trouble parce qu'on veut simplement considérer notre pays comme un no man's land, là non. Je félicite l'harmonie qu'il y a entre les forces de gendarmerie et les forces de la police en ce moment-là. Toutes mes félicitations. Le peuple compte sur vous, le gouvernement également. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, les forces de l'ordre ont empêché la marche. Selon une source policière, la ville de Labé a enregistré un cas de mort, qui d'ailleurs a mis les postes de police et de la gendarmerie de la localité en alerte maximum avec un renfort pour éviter le pire. Il faut signaler qu'aucun journaliste du groupe Évasion Guinée n'a été blessé au cours de cette journée de manifestation, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux et sites d'information. Sur un tout autre plan, ce jeudi 23 avril s'est ouvert à Conakry au Centre culturel franco-guinéen la 7e édition des 72 heures du livre. Le thème retenu cette année est Livre, Sciences, Climat et Environnement. Cet événement annuel du livre initié par les éditions Harmattan Guinée se fixe pour objectif de mobiliser l'ensemble des praticiens du livre dans la réflexion sur la nécessité de préserver l'environnement. Marie-Chéla Foufane. À partir de ce jeudi 23 avril, Conakry, la capitale guinéenne, revêt un autre visage, celui des 72 heures du livre. Malgré les manifestations de rue organisées par l'opposition, l'engouement était de taille au centre culturel franco-guinéen. Le souci des initiateurs, faire de Conakry la capitale mondiale du livre en 2017. 2017, c'est dans 2 ans. Si nous acceptons de soutenir cette initiative, nous aurons des médiathèques. Nous aurons des bibliothèques, nous aurons des points de lecture. La Guinée se mettra à la lecture. C'est ça notre vision. Il faut oser, il faut faire des grands projets pour créer les infrastructures qu'il faut pour notre nation et pour notre République. Le thème retenu cette année est Livre, Sciences, Climat et Environnement, un thème qui intéresse à plus d'un titre les autorités du pays. Ce rendez-vous des professionnels du livre est donc une aubaine pour la population. Aujourd'hui, il est heureux de constater qu'en plus de l'engouement, il y a plus de manuels, il y a plus de livres et les Guinéens commencent à reprendre goût dans la lecture. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres que nous prendrons toutes les mesures pour encourager cette initiative, pour que effectivement la Guinée soit dans les années à venir la capitale du livre en Guinée.
Pour cette 7e édition, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Malgré la crise sanitaire, elle a répondu présente à l'invitation. Nous sommes venus pour aider notre cher pays, la Guinée, qui est notre deuxième patrie aussi, on peut le dire. Donc on est venu pour célébrer le livre, célébrer les idées, pour faire avancer nos différents pays. Les 72 heures du livre sont l'occasion pour la Guinée de célébrer la journée mondiale du livre et de la lecture. Elle mobilise auteurs, éditeurs et décideurs publics autour de la promotion du livre. Je vous l'annonçais en titre, le groupe CCI Afrique, en partenariat avec les institutions d'enseignement françaises, organise du 24 au 25 avril prochain à Conakry le premier salon du lycéen et étudiant à l'Université générale Lansana Conté de Sofonia. L'initiative devrait permettre aux élèves et étudiants guinéens d'avoir une discussion interactive avec les responsables d'écoles de l'Hexagone sur les procédures d'inscription et admission dans les universités françaises. Lansana Traoré. Ce premier salon du lycéen et de l'étudiant en Guinée s'inscrit dans le cadre de vulgariser avec plus de sécurité la procédure d'admission et d'inscription des candidats dans les écoles françaises. Cela s'inscrit dans le cadre des activités du groupe CCI Afrique, qui est une entreprise guinéenne qui veut aujourd'hui attirer des directeurs d'écoles françaises pour qu'ils viennent connaître notre pays, la Guinée, mais aussi offrir une possibilité à nos élèves et à nos étudiants de rencontrer des directeurs d'écoles pour connaître toutes les offres de formation aujourd'hui disponibles en France. Autre atout de ce salon, faciliter l'accès des étudiants guinéens aux institutions d'enseignement français. Dans notre groupe d'école, nous accueillons beaucoup d'étudiants du monde entier, beaucoup d'étudiants d'Afrique, pas beaucoup d'étudiants de Guinée. Sur ce salon, il y aura plus de 35 formations qui vont être présentées avec toute une série d'écoles et ça va leur permettre de voir comment ça se passe et vers quel type d'études ils veulent aller. Pour les encadreurs, cette initiative est une opportunité à ne pas rater. 35 formations déjà avec 6 directeurs de formation de la France eux-mêmes qui viendront expliquer comment ça doit se passer, comment on doit s'inscrire officiellement, comment on doit faire le choix, monter le dossier, aller étudier, France finir et rentrer et servir son pays. Avec l'implication des institutions étatiques dans l'organisation de ce salon, les candidats semblent rassurés. Il y a tellement d'agences qui nous promettent des trucs. On s'engage, on fait des frais et autres choses, mais on ne voit pas. Ce n'est pas quelque chose d'officiel. En fait, mais seulement ce salon représenté par des directeurs de 6 universités qui sont déjà installés à la base, qui ont suivi des formations, c'est quelque chose d'officiel. Malgré la tenue de ce salon, de nombreux défis restent à relever pour redynamiser la formation en Guinée. En même temps qu'on envoie des étudiants travailler à l'étranger, étudier à l'étranger, serait mieux dit, il conviendrait peut-être que les établissements qui sont dans ce premier forum, dans cette première réunion, réfléchissent à la possibilité d'implanter, de délocaliser ici un certain nombre de formations. Le salon est à encourager de plus ça et de prier de telle sorte que le salon continue ses activités qui ne se limitent pas seulement à Conakry, de partir également dans les autres régions naturelles du pays. Il faut rappeler que l'accès à ce salon est gratuit. Le groupe CCI Afrique, représenté dans plusieurs pays du continent, espère à travers ce salon aider la jeunesse guinéenne à mieux se former. Mesdames et messieurs, pour parler de ce salon, on reçoit pour vous sur ce plateau M. Michael Meneboud, représentant de l'enseignement privé en France. Bonjour monsieur. Bonsoir, merci de me recevoir. Le premier salon du lycée étudiant en Guinée pour les études en France doit se tenir les 24 et 25 avril. Pourquoi ce salon? Pourquoi ce salon aujourd'hui? Nous avons, comme nous le faisons pour les autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, nous organisons des salons à l'étudiant qui représentent, donc pour présenter l'ensemble de nos formations en France et comment on fait la procédure pour venir étudier en France, que ce soit la procédure Campus France, mais aussi les inscriptions et le choix de la formation pédagogique que veut choisir notre étudiant. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes venus en Guinée, pour présenter l'ensemble de nos formations avec plusieurs directeurs français qui vont présenter l'ensemble des formations du territoire français pour les jeunes qui veulent connaître comment procéder à l'inscription en France. D'accord. Et comment le salon va se dérouler? Donc le salon va se dérouler sur 2 jours. Donc les parents d'élèves, les étudiants, mais aussi les directeurs d'écoles privées et d'universités guinéennes pourront rencontrer ces directeurs pour pouvoir comprendre et expliquer à leurs étudiants comment ils peuvent s'inscrire dans les écoles françaises. Et ce sera suivi aussi par des débats et des conférences dans l'amphithéâtre de Sofonia pour expliquer justement les thèmes, les métiers
que ce soit des métiers de la santé, des métiers de la communication, les métiers du commerce, les métiers des langues, tous les métiers du droit, où les étudiants voudraient apprendre justement et comprendre quelle est la formation la mieux pour eux, pour leur futur métier. D'accord. Quelle sera la particularité de ce salon? La particularité, c'est que c'est le premier salon en Guinée. Il n'y a jamais eu de salon du lycéen et de l'étudiant en Guinée, donc c'est une première. Nous sommes donc invités par l'Université de Sonfonia. Nous sommes en partenariat avec une entreprise qui oriente les étudiants en Guinée qui s'appelle CCI Afrique, qui est représentée dans plusieurs pays d'Afrique. Et donc ce cabinet oriente les étudiants qui veulent étudier en Europe et principalement, donc pour nous, ils nous accompagnent pour les étudiants qui veulent étudier en France. D'accord, ok. Malgré la crise sanitaire due au virus Ebola, vous avez choisi la Guinée. Pourquoi? Nous avons choisi la Guinée parce qu'il n'y a pas de psychose à avoir quand il y a une crise sanitaire. On sait que la Croix-Rouge est présente, le gouvernement guinéen fait beaucoup de choses pour son pays. On le voit bien qu'il n'y a pas eu d'une épidémie catastrophique où les gens n'ont pas pu voyager, les avions continuent à voyager vers la Guinée, donc il n'y avait pas de raison et d'inquiétude, et les directeurs d'école ont vraiment pris le jeu de venir, de montrer qu'il n'y a pas une inquiétude totale sur le problème de l'épidémie d'Ebola, et c'est pour ça que aussi ces directeurs veulent montrer que la France, qui est un vrai partenaire avec la Guinée depuis quand même des décennies, doit continuer, et nous, l'enseignement privé, nous avons fait ce choix d'être présents en Guinée, justement pour montrer notre appui aux étudiants et aux parents pour leurs études en France. D'accord. À quoi faut-il s'attendre après ce salon? Il faut s'attendre que les étudiants sont principalement informés comment on vient étudier en France. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ne comprennent pas la procédure, c'est une procédure très différente des autres pays. C'est que nous avons un système de présélection via Campus France qui vérifie les dossiers d'étudiants avant de penser à demander un visa au consulat. Donc l'étudiant doit avoir un projet pédagogique. Donc aujourd'hui, c'est pour expliquer aux jeunes comment se passe la procédure de Campus France, comment on inscrit dans une école française, la différence aussi entre l'université privée et l'université publique en France, qui a des caractéristiques très différentes que des autres pays. Donc c'est pour que les étudiants aient justement ces éléments d'information. Un dernier mot, monsieur. Donc le dernier mot, je peux dire aux parents et aux étudiants, venez nous rencontrer sur le salon, les directeurs français sont présents pour vous, ils sont là pour vous offrir toutes les informations gratuitement durant ces 2 jours au salon à l'Université de Sonfonia. Merci, monsieur Mekaël Minemout. Il est le représentant de l'enseignement privé en France. Pendant que ce salon s'ouvre à Conakry, plus de 50% de jeunes diplômés sont sans emploi. Une triste réalité qui frappe la plupart des jeunes du pays, notamment ceux de la préfecture de Kindia, Nénom Baldé. J'ai fini les études depuis 2012, mais je suis là en chômage. C'est la famille, ils m'ont éduqué, ils ont tout fait pour moi. Ils m'ont amené à l'école, j'ai étudié. Jusqu'à présent, je suis toujours à la charge de la famille. C'est honteux. Je fais rien. Comme lui, beaucoup de jeunes Guinéens sont confrontés au manque d'emploi. Avec des diplômes en comptabilité ou encore de droit, ces jeunes passent leur temps à errer dans les quartiers. Certains d'entre eux se lancent dans des métiers pour subvenir à leurs besoins. Nous rencontrons toujours des difficultés. Ceux qui sont diplômés, ils sont dans le marché de l'emploi, ils ne gagnent pas le marché. Ceux qui ne sont pas diplômés, les hommes de métier aussi, sont en chômage. Étudiant qui a fini ses études depuis 2010, diplômé en comptabilité et gestion. Je revends les body, les képis comme ça avec des pantalons à Kindia ici. Finir les études et ne pas exercer la profession apprise à l'école est une chose difficile, affirment ces jeunes. C'est pourquoi ils lancent un appel au gouvernement pour leur venir en aide. L'appel que j'ai à lancer au gouvernement, c'est que l'on a créé des emplois, créer des entreprises pour la jeunesse. La jeunesse souffre. S'il faut parler le progrès du pays, il faut parler l'emploi des jeunes. S'il n'y a pas l'emploi pour les jeunes, quel qu'en soit la recherche ou le développement de ce pays, pour nous, c'est négatif. Que fait le département du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune? Voilà une question que bon nombre de jeunes Guinéens se posent. À l'image de plusieurs quartiers de Conakry, certaines localités de l'intérieur du pays ont des difficultés pour s'approvisionner en eau potable, une pénible réalité qui frappe les habitants de Boubouya, l'un des quartiers de Raliarori, dans la préfecture de Kindia, Nénom Baldé. Dans cette localité située à une centaine de kilomètres de la capitale, il n'existe aucun robinet dans tout le quartier. Un seul forage est mis à la disposition de tous les habitants de Boubouya pour s'approvisionner en eau potable.
À défaut de fourrage, ces citoyens sont obligés de descendre au marigot ou encore d'utiliser l'eau de pluie de proximité afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. On souffre ici à cause de l'eau. On a un seul forage ici. Même si on veut laver, il faut qu'on descende jusqu'au marigot. Le marigot aussi est très loin d'ici. Je viens au marigot pour laver les habits parce qu'on n'a pas de l'eau dans notre quartier. Il n'y a pas d'eau dans mon quartier, c'est pour cela que je viens laver les habits par là. Dans la même localité, les habitants sont obligés de se réveiller à l'aube pour se procurer de l'eau. On se lève à 6 heures, de fois 5 heures pour avoir de l'eau. Quand on va devoir, ça trouve qu'il y a du monde, tout le monde ne peut pas avoir de l'eau. Ils lancent un appel au gouvernement afin de leur venir en aide, car ils estiment que l'eau du marigot et du fourrage sont souillées de bactéries. Ils n'ont qu'à nous aider vraiment à avoir de l'eau. Parce qu'on ne peut pas rester, quand l'homme c'est l'eau, on ne peut pas rester sans l'eau. Ils n'ont qu'à nous aider. Vraiment, nous souffrons énormément, aidez-nous. En attendant que cet appel soit entendu, les habitants de Boubouya se contentent d'utiliser ces eaux de pluie de marigot car ne sachant plus à quel sein se vouer. Restons toujours à l'intérieur du pays, plus précisément à Timbi-Madina, la sous-préfecture réputée pour la production en qualité et en quantité de pommes de terre, un amour de la terre qui a permis aux agriculteurs de Timbi-Madina de s'épanouir ceci grâce à une synergie d'action entre l'État et les paysans. Aguirre-Touba. Il était une fois le périmètre de Lafou dans la sous-préfecture de Timbi-Madina. Ce périmètre, autrefois, il était cultivé une fois les 5 ans ou les 7 ans en fonio. Et puis on est venu avec l'aide de tout le monde, on a aménagé la parcelle. Aujourd'hui, on cultive 12 mois sur 12. Autrefois, une culture par an et peut-être 2 à 3 fois pendant les 7 ans. Aujourd'hui, 12 mois sur 12, 3 voire 4 cultures. Le maïs, le riz, la pomme de terre et l'arachide. Du 5 tonnes de riz par an et pratiquement la même chose en maïs, entre 20 et 25 tonnes de pommes de terre. Ce périmètre de 40 hectares est irrigué à partir d'une source d'eau grâce au courage des paysans et d'un accompagnement des autorités. À l'instar de Lafou, Timbi-Madina est aujourd'hui la capitale de la pomme de terre. Un dur labeur qui a conduit peu à peu à la naissance d'une bourgeoisie. Il faut reconnaître, on a travaillé avec les services techniques du ministère de l'Agriculture. Comme je l'ai dit tantôt, que ce soit la recherche, la vulgarisation, ou le génie rural, chacun en ce qui le concerne. Et ensuite, il y a la volonté politique des paysans de vivre chez eux par leur travail. Ensuite, le courage de retrousser les manches et de travailler la terre. Mais surtout, avoir des intrants de qualité. Et aussi un accompagnement dans la durée. Et le tout se marie pour donner un bon résultat. La mise en place depuis 3 ans d'un conservatoire d'une capacité de 1500 tonnes a nettement réduit la perte en pommes de terre. Timbi-Madina, un exemple à démultiplier sur l'ensemble du territoire national. J'appelle du pied les gens de la Haute-Guinée, de la forêt, de la Basse-Guinée, pour qu'ils nous jalousent positivement. Et comme ça, on aura un résultat. Parce que le ministre, le gouvernement, ne fera que poser des actes politiques. À nous et les services techniques du ministère de l'Agriculture de les appliquer dans l'ensemble du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasinguinée.info. Bonsoir à tous.